Professeur Leonardo Villalon, bonjour, merci bien d'être avec nous dans ce studio. Première question, quel est le lien entre gouvernance et sécurité en Afrique? Le problème de sécurité actuel dans le pays du Sahel et parfois ailleurs en Afrique, je connais beaucoup moins bien, mais je crois que le problème de sécurité, ce n'est pas un problème d'idéologie venue comme ça, qui ont pris la tête des gens et qui ont commencé à des choses, des atrocités. Ce n'est pas un problème de militaires qui ont armé, etc. C'est un problème politique. C'est à la base, fondamentalement, c'est une faillite des États. Et la légitimité de l'État et de l'État avoir la capacité d'être sur le terrain pour gouverner de façon acceptable aux populations. Et donc, c'est la légitimité de l'État qui est en jeu, je crois, et qui est un peu à la base de tout ça. Et là, on peut en parler, mais je tiens à insister, il y a une histoire. Oui. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Un État ne perd pas sa légitimité, ne le gagne pas non plus du jour au lendemain. C'est un long processus. On fera donc un peu d'histoire, l'histoire de la faillite de l'État. Et en rapport dans le Sahel, Leonardo Villalon, on parle de quoi quand on parle faillite de l'État? Écoutez, c'est une très très bonne question. Donc, je précise que je parlerai un peu général dans la région, mais les pays que je connais le mieux, Sénégal, Mali, Niger. Oui. Et j'insiste beaucoup sur la comparaison entre le Mali et le Niger. Parce qu'un point important, je parle en généralité en disant que la légitimité de l'État est en question, mais ça varie d'État en État, évidemment, parce qu'il y a des variations. Alors, il me semble que on a connu quand même en Afrique et dans la sous-région l'indépendance en 1960, pendant 30 ans. Pendant 3 décennies, il y avait très peu de démocratie dans la sous-région. Les pays on avait commencé par des régimes élus, par des gouvernements élus, mais très vite, au Mali et au Niger, ils ont été remplacés par des régimes militaires, devenus régimes autoritaires, devenus des régimes qu'on a un peu appelés de corporatistes, c'est-à-dire ils essayaient de contrôler un peu toute la société. Bon, ces régimes variaient, mais évidemment, à un certain moment, à la fin des années 80, au début des années 90, ils avaient perdu toute leur légitimité. Et on a eu quand même des mouvements de réclamation des jeunes, surtout des jeunes qui étaient à cette époque-là déjà nés après l'indépendance, qui ne voulaient plus entendre de parler de colonialisme comme problème, mais ils voulaient parler de faillite de leur gouvernement, et qui sont manifestés dans la rue au Mali et au Niger en 89, 90, 91. C'était les jeunes, les syndicats, des femmes, des groupes d'associations de la société civile, des journalistes comme vous, qui ont été très braves, qui ont commencé à demander des changements. Et on a vu une chute de ces deux au Mali et au Niger. Je mets en parenthèse le fait qu'au Sénégal, c'est bien sûr un cas un peu différent, oui. Mais il ne faut pas oublier que jusqu'à 88, 89, il y avait beaucoup de réclamations aussi. Après les élections de 88 au Sénégal, les gens étaient aussi dans la rue pour réclamer des réformes. Et là aussi, le gouvernement d'Abdou Diouf a dû faire des réformes très importantes. Donc, je crois qu'on peut aussi parler de démocratisation du système sénégalais oui. À la même période. Mais bon, ça c'est en parenthèse. Alors, ces systèmes démocratiques qui ont été mis en place, on a eu des élections, on a eu de nouveaux gouvernements, mais il restait beaucoup à faire. Pour les institutions de la démocratie, et les institutions, voire les législatures, est-ce qu'il fallait un Sénat, qu'est-ce qu'il fallait, etc. Les institutions, les CENI pour le contrôle des élections, mais aussi pour la substance de la démocratie. Qu'est-ce qu'on voulait dire par ça? Comment former une culture démocratique, etc. Et donc, on parle des transitions en 91, 12, etc. Mais c'était pas des transitions, c'était le début d'une transition qui dure très longtemps. Et le point sur lequel j'aimerais bien insister un peu, c'est que dans chaque cas, ça se joue d'une manière un peu différente. Selon les acteurs qui ont été politisés, selon les acteurs qui ont pu prendre l'avant-garde pour la discussion, selon les acteurs qui se sont prononcés pour l'élaboration des institutions, etc., et sur les questions qui ont été posées à l'époque. Et un élément clé pour moi, c'était un peu une confrontation entre cette société civile dirigée par les gens, le type de personnes que je citais tout à l'heure, qui avait plutôt une préoccupation laïque, pour le dire ainsi, internationale, un peu de valeurs universelles, dites universelles entre guillemets peut-être, et la société profonde, y compris la société religieuse. Il y a eu une confrontation
au début, et puis il me semble que par la suite, dans chaque pays, ça s'est joué d'une autre manière. Je peux vous en parler un peu plus de ça si vous voulez. Décidément, vous le constatez, l'État est failli. À côté de l'aspect que vous venez d'évoquer, nous avons aussi une sorte de tradition de pandémie putschiste dans le Sahel. Question Leonardo Villalon. On a l'impression que le système étatique, produit importé pour beaucoup, ne fonctionne pas dans cette région. Le problème, vous le trouvez où? Écoute, la question du coup d'État, c'est très importante. Je ne sais pas sûr que je peux vous donner une réponse définitive, mais il me semble que ça dépend à quel moment vous parlez. Parce qu'en fait, effectivement, depuis un certain temps, il y a eu plusieurs coups d'État dans la sous-région, effectivement. Mais ça varie aussi. Hein. C'est-à-dire, au Mali, c'est très important. On a commencé la démocratisation en 91-12 avec la conférence nationale, le nouveau gouvernement d'Alpha Oumar Konaré. Et pendant 20 ans, on n'a pas eu de coup d'État. Et le Mali était vanté comme une grande démocratie. Oui. Tandis qu'au Niger, voisin, la première tentative, l'élection de Mahaman Ousmane en 93, ce gouvernement n'a duré que 3 ans avant un coup d'État de Maïna Sarabare, qui est venu interrompre ce système, donc, au Niger. Mais pour moi, ce n'était pas la même chose que les coups d'État qui ont survenu au Mali en 68, au Niger en 74. Ça, c'était des coups d'État qui disaient, c'est terminé, le civil, c'est maintenant les militaires qui vont gouverner et on va rester sur place. Au Niger, les gouvernements, on a eu plusieurs coups d'État entre-temps, mais à chaque fois, ils disent tout de suite, non, on n'est pas là, on est juste là pour essayer de corriger le système et de revenir. Là, je crois que pendant longtemps, c'était un peu la logique. C'est vrai que effectivement, plus récemment, dans les 2-3 dernières années, même voire de quelques mois, on a vu une autre logique. Je crois que c'est la logique que ce sont les militaires qui reviennent en disant que les gouvernements sur place n'arrivent pas à assurer la sécurité physique, n'arrivent pas à contrôler la question du terrorisme, du djihadisme, etc. Et ça devient une autre logique. Et là, ils disent, on est là pour lutter contre ça. Ils le promettent. Est-ce qu'ils pourront le livrer? Ah, ça reste à savoir. Là, le problème, c'est parce que la démocratie produit, importée, ne sied pas aux réalités locales où le problème est ailleurs. Non, c'est pas ça que je veux dire. J'insiste. Je crois que je vois les jeunes gens dans la rue, au Sénégal, au Mali, au Niger, que je connais bien, dans d'autres pays, dans le vôtre aussi, qui manifestent, qui demandent plus de liberté, plus de démocratie. Les gens veulent la démocratie. Ce n'est pas une critique de la démocratie. Moi, ce que je trouve, ce que je crois, c'est une occasion perdue dans la sous-région et surtout au Mali, c'est qu'en fait, il faut une démocratie qui soit adaptée aux réalités sociales, aux réalités locales, aux cultures locales, à la religiosité locale, etc. Et donc, j'utilise l'exemple, par exemple, de ces débats sur le code de la famille, sur cette question de code de la famille au Mali et au Niger. Au Mali, on voulait coûte que coûte que ça soit un succès du modèle démocratique pour l'extérieur, pour l'Occident. Un pays laïque, moderne, etc., etc. Et on a beaucoup insisté et ça a créé une série d'événements donc vous connaissez peut-être vos écouteurs, mais on n'aura pas le temps d'entrer en détail. Mais pendant presque 15 ou 20 ans, on a eu une confrontation constante entre ces forces dites de la société civile avec l'appui des extérieurs, etc., et la société religieuse qui avait quand même l'oreille et le soutien d'une grande partie de la population sur cette question du code de la famille. Et au lieu de chercher un compromis en disant, mais écoutez, on est quand même dans un pays, au Mali, 95% de musulmans, rural, africains. Il faudrait avoir un code de la famille qui reflète un peu les valeurs africaines, les valeurs religieuses, tout en respectant les valeurs des minorités religieuses, les catholiques et les autres, etc. Et je trouve, par exemple, qu'au Niger, paradoxalement, qui n'était pas un modèle démocratique pour l'Occident, mais on a eu beaucoup. Avec ces coups d'État, chaque fois on revenait sur cette question d'une constitution, sur les textes qu'il fallait rédiger. Et ça donnait le plus... parce qu'ils étaient un peu à l'abri de cette ingérence internationale, si on peut en parler ainsi. Bien sûr, chez nous, ça se présente comme un soutien à la démocratisation, mais je crois qu'on peut parler aussi de l'ingérence. Au Niger, ils étaient un peu à l'écart de tout ça. Ça a donné une autre possibilité d'avoir des débats internes entre Nigériens. Tout le monde n'est pas d'accord. Les religieux ne sont pas d'accord, sont contents de certaines actions du gouvernement. Beaucoup des acteurs de la société civile, des femmes, des journalistes, des jeunes, des autres, sont pas contents de certaines accommodations qui ont été données aux religieux. Mais ce sont des compromis. Et en tout système démocratique, il faut des compromis. Alors, dans mon pays, aux États-Unis, en ce moment, on a beaucoup de débats sur exactement les mêmes choses.
choses. Sur l'avortement, vous êtes peut-être suivi, Oui. sur le droit des homosexuels, le gay rights, sur le droit, sur des choses de sexualité, de famille, d'avortement, etc. Dans n'importe quelle société, ce sont des choses sensibles. Chez nous, on se dit qu'on a le droit de discuter ça. Oui. Et en fait, pour moi, la question de savoir si le résultat sera démocratique ou non ne dépend pas forcément de la décision qui sera faite à la fin, mais ça dépend du processus par lequel on arrive à cette décision. Dans un pays, on a le droit de décider qu'on va accepter une certaine régulation de certaines choses. Effectivement. Mais il faut qu'on ait, dans tous les pays du monde, y compris ici, j'en suis sûr, et d'autres, on n'est pas d'accord sur ces questions de sexualité, de mariage, de femmes, d'avortement, de quoi que ce soit. Donc, bon, on n'est pas d'accord. Donc, la démocratie nous donne les outils pour gérer les différences et nous donne une formule pour arriver enfin à une décision qui va plaire aux uns et pas aux autres, mais que tout le monde pourrait en principe accepter en disant « Bon, j'ai perdu, mais je reconnais que le processus a été juste. » Donc, c'est ça que j'insiste. Et au Mali, il me semble qu'ils n'ont pas su renforcer cette logique au détriment de l'État et de la légitimité de l'État. Mais décidément, Leonardo Villalon, la faillite de l'État, on nous en parle tout le temps. Est-ce que le problème n'est-il pas plutôt le modèle étatique hérité de la colonisation, tout simplement? Écoutez, on pose la question beaucoup. Bien sûr, le grand problème, le grand dilemme, c'est savoir quelle est l'alternative. Des États... L'alternative, les égyptologues vous parleraient d'une sorte de retour aux sources africaines. Oui, bien sûr. Donc, on peut refaire des États. Si vous voulez penser à la possibilité de comment redécouper le Cameroun, par exemple, à créer des États qui ne coïncident pas avec les frontières actuelles du Cameroun. Je crois que vous vous rendez compte que, évidemment, ça ne serait pas facile. Vous allez, quand vous commencez à diviser, à faire des frontières ailleurs, vous allez trouver des gens des deux côtés. C'est trop tard, si vous voulez. Alors, c'est pas le découpage. Bon, ça, c'est une question. Mais c'est peut-être, vous parlez un peu peut-être de l'État en tant qu'institution étatique, les institutions de l'État. Oui. Là, si, je crois qu'il y a une faillite. Il y a une faillite, et il y a aussi des succès par ici et par là. Et les États ne se construisent pas du jour au lendemain, nulle part dans le monde. Et donc, je crois que toutes les faillites sont dues à plusieurs raisons, à beaucoup de raisons, y compris les dirigeants africains parfois. Mais c'est vrai aussi que pendant très longtemps, moi je dis à mes compatriotes américains très souvent, vous parlez de la faiblesse des États africains, mais pendant très longtemps, toute la logique de l'interaction de l'étranger, des Américains, des Européens, des autres, avec les États africains, c'était pour affaiblir les États. D'abord avec les choses économiques, en commençant avec les premières années de l'indépendance, avec beaucoup d'optimisme dans les années 60, 70, mais on commence à avoir des crises économiques pour des raisons hors contrôle tout le monde, l'économie mondiale, etc. Et on commence à dire, on a ce discours néolibéral qui commence à nous dire, le problème c'est les États. Il faut réduire l'État, il faut réduire la fonction publique, il faut donner au marché privé, le marché capitaliste, le privé, etc. Et donc, ça commence à affaiblir les États. On arrive à la fin de la guerre froide, de la démocratisation. Et au lieu de dire, voilà, on va créer des États démocratiques, on dit, on va se fier avec la société civile, les groupements hors de l'État, les ONG, etc. Bon, je veux bien, la société civile, les ONG sont des intellectuels, des gens bien formés, des gens importants dans ces États, mais ils ne peuvent pas remplacer l'État. C'est-à-dire, avoir 10 000 ONG qui s'occupent de la santé, de ceci et cela, ne remplace pas le fait qu'il faut un ministère de la Santé qui puisse avoir une stratégie nationale pour l'implantation des cliniques, de la formation des professionnels, etc., dans les zones indiquées, avec une stratégie qui voit à une vision nationale de la chose. Les ONG n'ont pas, c'est pas leur tâche. Et donc, mais je crois que ça, c'est une des faillites, et on le voit beaucoup au Mali, que le monde extérieur, au lieu de renforcer l'État du Mali, a donné beaucoup d'argent pour les ONG, la société civile, toutes les activités. Beaucoup de cet argent, évidemment, revenait aux étrangers qui venaient donner des conseils spécialisés. Mais quel sens donnez-vous au mouvement islamiste au Sahel à partir de 1990? Écoutez, les mouvements islamiques au Sahel au début des années 90, effectivement, il y a eu une prolifération de groupes religieux.
au Mali et au Niger, surtout, comme vous le savez sans doute, en 89, 90, il y avait une association islamique légalement reconnue, une association des femmes, une association des journalistes, une association d'étudiants, etc. Mais avec la démocratisation, il y a eu une explosion de la vie, ce qu'on peut appeler la société civile, ou moi j'appelle la vie d'associational life en anglais, c'est-à-dire la vie d'association, associative, on dirait en français, je crois. Il y a eu une grande explosion. Donc, tous ces mouvements-là, évidemment, il y a eu des divergences entre ces choses-là. Les groupements islamiques n'étaient pas tous d'accord, comme les groupes religieux, catholiques ou protestants ailleurs. Ils n'étaient pas forcément d'accord. Et donc, quand certaines questions ont été posées, parfois ils étaient d'accord, ils pouvaient, au Niger par exemple, au moment où on a posé la question d'un code de la famille qui était un peu calqué avec un code français, un peu occidental, etc., on a eu une forte mobilisation des associations islamiques. Mais assez vite, ces associations islamiques n'ont pas dit on refuse la démocratie, ils disent on veut discuter, on est en démocratie, on peut en parler, parlons-en, voyons ce que le peuple veut, etc. Donc bien sûr, ils ont quand même un certain pouvoir sur le peuple, là on peut être critique du pouvoir des religieux aussi, mais c'est aussi une réalité. Et donc, c'est pour insister sur le fait que pendant très longtemps, dans la sous-région, pendant 20 ans, avec ces dynamiques-là, il y avait beaucoup de débats. La question laïque, de laïcité à la française, qu'on avait un peu dans l'esprit des indépendances et une certaine partie de la population gardée pendant un certain temps, est disparue pendant ces années-là. Mes interlocuteurs, quand je parlais avec des gens, même des gens laïcs au gouvernement, disaient non, non, on est laïque, mais on veut une laïcité à l'américaine, pas à la française. Vos présidents, ils prient en public, ils remercient Dieu, la monnaie dit « In God we trust », n'est-ce pas, nous avons confiance en Dieu, etc. Et donc, voilà. Donc, ils voulaient ça. Et donc, il faut insister sur le fait que c'est pas la politisation de la religion qui fait du terrorisme. Oui. C'est quelque chose d'autre qui a fait le terrorisme. Le terrorisme est venu par la faillite de l'État et une série la confluence d'un certain nombre de coïncidences, le mouvement venu d'Algérie, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, le ACMI, le retour des soldats maliens, etc., de la Libye après la chute de Kadhafi, etc. Et puis, un moment où il y avait une faillite totale de l'État, donc de la légitimité de l'État au Mali. Et le Mali est au centre de ces préoccupations, il me semble. Mais il faut nous rappeler, ce n'est pas la démocratie qui a amené... La démocratie a ouvert la porte à une politisation de la religion sur la vie publique, comme il est dans presque tous les pays du monde où les gens sont religieux, y compris les États-Unis. Mais ça n'a pas amené, c'est pas ça qui amène au terrorisme ni au djihadisme. Au Mali, nous avons encore une implication forte des religieux dans la politique. Nous avons l'imam Mahmoud Dicko qui a joué de son influence dans la chute de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. Rupture ou continuité? Oui, donc je l'explique, comme je disais un peu, dans la dynamique, l'historique de la dynamique entre 90-91 et le moment de cette chute-là, 30 ans plus tard, presque. C'est parce que, effectivement, on n'a pas réussi à trouver des compromis. On a trouvé, c'était une confrontation constante, comme si c'était une lutte entre le laïc et le religieux, au lieu de se dire, bon, écoutez, entre Maliens, on a des désaccords, comment est-ce qu'on va trouver des solutions, qu'est-ce qu'on va être le compromis qu'on peut faire, etc. Et donc, il me semble que c'est ça, en fait. Le code de la famille, c'est un exemple, mais c'est aussi un élément clé, parce que c'est un des exemples très, très importants au Mali, où on a vu qu'il y avait une confrontation dans plusieurs années avec le régime d'Alpha Omar Konaré, avec le régime d'ATT, etc. À la fin, on a eu une confrontation énorme en 2009 dans les rues de Bamako et personne n'a été satisfait du résultat. Et donc, c'est pour ça, il me semble que c'est le contexte, le processus de la façon dont il a été joué au Mali, à la différence d'autres pays de la sous-région, qui a créé cette situation où maintenant l'opposition dans la rue se présente comme une opposition avec un discours religieux, ou au moins une coloration religieuse, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Ça, c'est un processus de la démocratie. Mais c'est pas ça qui amène le terrorisme. Dans le Sahel, l'État, malgré qu'il soit failli, Leonardo Villalon, il faut être optimiste quant à sa capacité à lutter contre le terrorisme. Écoutez, évidemment, c'est à l'évidence que les États, la limitation des ressources dans les États du Sahel en particulier, les défis pour vraiment s'adresser à tous ces problèmes, l'emploi des jeunes, etc., dans ces États sont énormes. On peut pas le nier.
Mais ce n'est pas dire que c'est impossible d'améliorer la situation. Et en fait, il faut aussi nous rappeler qu'il y a 20 ans aussi, il y avait beaucoup de jeunes sans emploi et beaucoup de pauvreté dans la sous-région. Mais il n'y avait pas cette même crise. Alors pour moi, je dis tout le temps, c'est peut-être un bon moment pour conclure, je dis tout le temps à mes collègues, me disent, mais ces États-là, qu'est-ce qu'ils ont? Les États du Sahel, ils n'ont rien. Ils sont pauvres, qu'est-ce qu'ils ont? Je dis, ils ont une ressource, et une ressource incroyablement importante, des cerveaux. Ils ont une jeunesse, une grande population de jeunes dynamiques, débrouillards, capables, qui sont prêts à prendre des risques, à faire des aventures pour se lancer, pour s'améliorer, pour perfectionner les choses. Et donc, l'investissement qu'il nous faut, c'est mettre en valeur cette ressource. Cette ressource ne sert à rien si elle est dans la rue comme ça. Il faut l'éducation et des formations. Éducation, formation, éducation, formation. Merci, professeur Leonardo Villalon. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdia Sarouna. Au revoir.